sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, beaucoup de choses à discuter. On parle avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. Je vais aussi m'entretenir avec la directrice de l'équipe Santé Ontario de l'Est d'Ottawa. Et on va parler avec un professeur de l'Université d'Ottawa qui a reçu dernièrement une belle distinction, M. Benoît Pelletier. Et avant de parler avec mon premier invité, j'aimerais vous inviter, vous la communauté, à aller répondre au sondage lancé par l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario. En fait, c'est un sondage annuel auquel vous êtes invités à répondre afin de leur permettre en fait de définir les enjeux francophones de la province et les enjeux qui vous préoccupent, vous. Parce que l'AFO, on le sait, représente la communauté francophone à différents paliers de gouvernement. Donc, ils ont besoin de votre soutien, de votre apport, de votre voix pour pouvoir définir exactement quels sont les enjeux de la francophonie. Donc, si vous êtes intéressé à répondre à ce sondage-là, vous pouvez aller au www.monassemblée.ca et je tiens à mentionner qu'il y a des cadeaux à gagner à la fin de ce sondage-là. Donc, vous prenez la chance de répondre au sondage annuel. J'ai avec moi M. Benoît Pelletier qui a reçu dernièrement le titre de professeur éminent décerné par l'Université d'Ottawa. Et comme je vous l'ai dit avant notre entrevue, là, j'ai vu votre biographie, j'étais en admiration. Parlez-nous un peu, avant de commencer quoi que ce soit, de cette histoire d'amour là entre le droit et vous. Oui, en fait, j'ai commencé à m'intéresser au droit. M'intéresser, c'est une grande façon de parler. J'ai commencé à m'intéresser au droit à l'âge de 9 ans. En même temps, à 9 ans, je me suis intéressé à la politique. Évidemment, le droit est demeuré néanmoins mystérieux jusqu'à ce que j'entre à l'université. Étant originaire de la ville de Québec, je suis allé à l'Université Laval pour faire mon baccalauréat en droit. Donc, le droit est resté mystérieux jusqu'à mon entrée à l'université, mais il en reste pas moins que j'ai vite développé une passion pour le droit en général et pour le droit constitutionnel en particulier. Dites-moi un peu, c'est quoi qui a nourri cette passion-là? Parce que de mon expérience, j'ai étudié en droit pendant 3 années. C'était pas facile et il y a beaucoup de personnes qui quittaient le programme. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il en est à l'Université d'Ottawa, mais qu'est-ce qui vous a gardé dans ce domaine-là jusqu'à date? Oui, alors, donc, d'abord, peut-être devrais-je préciser qu'après l'Université Laval, j'ai fait une maîtrise à l'Université d'Ottawa. C'est ce qui m'a amené d'ailleurs dans la région d'Ottawa-Hull, comme on l'appelait à l'époque. On appelle ça maintenant Ottawa-Gatineau, bien entendu. Mais c'est ce qui m'a amené dans la région, cette maîtrise. Et moi, surtout, comme je le disais, ce qui m'a intéressé, c'est le droit constitutionnel. Parce que le droit constitutionnel permet d'avoir une vision globale de la société. D'abord, quand on examine le droit constitutionnel, quand on l'étudie, on est appelé à évidemment mieux connaître les institutions fondamentales de l'État, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire. On voit également l'interrelation entre ces institutions-là et on voit aussi la relation entre l'État et le citoyen, parce que le droit constitutionnel inclut toute la question des droits et libertés de la personne et inclut également, par extension, les droits des Autochtones. Alors, c'est très facile de s'intéresser au droit constitutionnel parce que c'est vraiment une branche du droit qui nous permet d'avoir une compréhension plus arrêtée, plus soutenue, plus fine de notre société. Il y a un professeur de travaux dirigés, je me souviens bien, qui disait comme ça que ceux qui allaient beaucoup plus aimer le droit constitutionnel, clairement, là, ils allaient s'en aller en politique. Ça a été votre cas, hein? Oui, ça a été mon cas. La politique, j'avais ça dans le sang depuis que j'étais tout jeune. Je le disais il y a un instant, j'ai commencé à m'intéresser à la politique à l'âge de 9 ans, mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que mon père était lui-même un politicien dans la région de Québec. Il était conseiller municipal à l'exécutif de la ville de Québec.
et il a été élu pour la première fois alors que j'avais 9 ans. Et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre pour la politique. Et évidemment, il y a énormément de liens qui existent entre la politique et le droit, et plus particulièrement entre la politique et le droit constitutionnel. Mais il en reste pas moins que quand je suis entré en politique, je suis entré à l'âge de 38 ans, il en reste pas moins que ça a été un choc pour moi parce que j'étais davantage habitué à l'objectivité universitaire. Faut pas oublier ça. Quand on est un universitaire, on se doit d'être objectif dans nos analyses, alors que la politique, c'est le contraire. Alors, là, il fallait que j'adopte un discours partisan. C'est ça. Monsieur Pelletier, écoutez, je vais vous garder avec moi. On va prendre une pause. Et juste après la pause, là, j'aimerais ça qu'on puisse passer au travers de votre, on va dire, de votre chapeau de politicien. Et vous aussi, j'aimerais que vous restiez avec moi. On revient juste après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Appel aux étudiants. Omni Television accorde à nouveau des bourses d'études aux étudiants qualifiés poursuivant une carrière dans le journalisme en langue tierce. J'encourage tous les étudiants qui veulent faire une carrière dans le journalisme ethnique d'appliquer pour la bourse d'Omni, parce que l'éducation est l'étape la plus importante pour commencer. Omni propose des émissions d'actualité produites localement et des bulletins d'information nationaux quotidiens diffusés en 6 langues. Détails sur le web. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir que l'ancienne prison de l'Orignal, la plus ancienne prison de l'Ontario, ainsi que Caledonia Springs, la ville fantôme qui était autrefois la plus importante station thermale du Canada. Une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. À la prochaine émission de Vivre Ensemble, j'ai le plaisir de m'entretenir avec Darlene Lozis qui nous parlerait de son leadership, de ce qu'elle en a appris et de toute son expérience. C'est un rendez-vous. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue ma belle discussion avec M. Benoît Pelletier, qui a reçu dernièrement une belle distinction de l'Université d'Ottawa en tant que professeur éminent. Et avant la pause, on parlait de votre amour pour le droit et pour la politique qui a commencé à l'âge de 9 ans. Ensuite de ça, vous étiez en train de mentionner votre entrée dans le monde de la politique. Vous avez trouvé ça un peu, je pense, bizarre? Ben, c'est surtout que j'étais obligé à ce moment-là d'avoir un discours plus partisan. Et c'est là qu'il y a eu un choc pour moi parce que j'étais habitué à l'objectivité universitaire. Quand je faisais quelque chose en tant qu'universitaire, ben, je cherchais la vérité en tant que telle. Bon, on cherche toujours la vérité, évidemment. On ne la trouve jamais tout à fait, mais on la cherche néanmoins. Mais c'est sûr qu'en politique, là, j'avais une ligne de parti dans un premier temps. Deuxièmement, il fallait aussi que j'adopte un discours qui était un discours qui coïncidait avec l'idéologie de mon parti, qui était le Parti libéral du Québec. Alors, ces contraintes-là intellectuelles, au tout début, je les ai trouvées très dur à vivre, mais je me suis adapté, évidemment, et puis j'ai fait 10 ans, finalement, en politique. En 1982, il y a eu le rapatriement de la Constitution. Est-ce que c'est quelque chose qui a influencé votre carrière? Oui, beaucoup. J'en parle encore de nos jours, beaucoup de ce rapatriement, parce que, d'abord, il faut savoir qu'il y a eu des conséquences importantes, là. Il y a eu, notamment comme conséquence, l'adoption, évidemment, de la Charte canadienne des droits et libertés, qui est une charte que plusieurs Canadiens aiment beaucoup.
à laquelle moi je trouve néanmoins un certain nombre de défauts, je dois l'avouer. Je suis très, très critique par rapport non seulement à la charte, mais également à l'interprétation qu'en donnent les tribunaux. Mais il en reste pas moins que la charte a créé une révolution dans le domaine du droit, dans le sens évidemment de la reconnaissance et de l'affirmation des droits et libertés de la personne. Mais le deuxième facteur aussi du rapatriement, ça a été l'isolement du Québec et l'affaiblissement du Québec dans l'ensemble fédératif. Alors pour moi, le rapatriement n'est pas que source de réjouissance, là. Je vois qu'il y a eu également des conséquences négatives à ce rapatriement et que ces conséquences-là existent encore de nos jours. Est-ce que lorsque vous avez vu on va dire ça comme ça, ces impacts négatifs, là, selon vous, est-ce que vous avez porté votre voix haut pour pouvoir faire entendre votre point de vue? Oui, bien entendu. Alors, notamment en politique, parce que en politique, j'ai eu l'occasion de développer la philosophie du Parti libéral du Québec en ce qui concerne les affaires canadiennes, en ce qui concerne, dans le fond, le fédéralisme et les relations intergouvernementales et les relations entre le Québec et les autres provinces et le gouvernement fédéral et tout ça. Et finalement, dans ce rôle-là, j'ai eu notamment à traiter du rapatriement et à chercher à réaffirmer à ma façon et dans la modeste mesure de mes moyens, mais j'ai cherché néanmoins à réaffirmer le Québec à l'intérieur du Canada. Ça, là, je pense que vous l'avez bien fait parce que quand vous avez été ministre du gouvernement du Québec, là, ça a duré quand même 6 ans. Vous l'avez mentionné, vous avez travaillé sur différents dossiers, mais aussi les affaires autochtones. Moi, c'est quelque chose que j'ai vu. Je me suis dit, c'est intéressant parce que on sait qu'en ce moment, en 2022, c'est un sujet qui est encore d'actualité. Oui, écoutez, j'ai pas mal mis des efforts dans le dossier autochtone et de temps dans le dossier autochtone. Notamment, j'ai été ministre des Affaires autochtones du gouvernement du Québec pendant 3 ans et par la suite, j'ai été négociateur en chef pour le gouvernement du Canada dans des dossiers autochtones. Wow. Et moi, je suis heureux que vous le souligniez, ce dossier-là, parce que c'est un dossier en pleine émergence en ce moment, évidemment, et c'est un dossier fort important auquel je m'intéresse encore aujourd'hui. J'imagine qu'on va avoir des bons récits ou bien des suggestions qui vont sortir peut-être une fois dans un ouvrage, sait-on jamais, avec M. Pelletier. J'aimerais continuer notre conversation sur un autre... J'ai une question même à vous poser, je devrais dire ça. J'ai l'impression que quand on rentre dans... C'est un tronc commun, le droit, habituellement, dans les tout débuts. Quand on rentre dans ce tronc commun-là, il y a plusieurs opportunités qui vont venir à nous. Comment, en tant qu'un étudiant qui commencerait à peine là, comment cibler la bonne opportunité qui serait la bonne pour nous? Je pense qu'il s'agit d'écouter sa passion, d'écouter son instinct, d'écouter ses émotions et ses sentiments. Beaucoup de gens abordent les questions, les choses de façon beaucoup trop rationnelle, à mon avis. Et la vie, ce n'est pas que du rationnel, c'est aussi beaucoup de choses qui sont de nature émotive ou passionnelle. Et donc, moi, je pense que les étudiants doivent écouter leur instinct, d'une part, et d'autre part, laisser aussi la chance à la vie de faire des choix pour nous, parfois. C'est pas vrai qu'on peut tout choisir dans la vie. La vie, c'est une foule de circonstances qui nous amènent ici et là au gré du hasard, souvent. Alors, parlez-nous un peu du droit civil, parce que, veut pas, oui, vous êtes amoureux du droit constitutionnel, mais vous avez touché un peu au droit civil. C'était quoi votre rapport là dans ce volet, surtout à vos étudiants? Écoutez, d'abord, les étudiants et les étudiantes, pour moi, ce sont des gens très importants que j'aime beaucoup. Et quand j'enseigne, j'essaie de transmettre ma passion. Mais vous savez, le droit civil, par rapport à la common law, c'est que la common law, c'est surtout fait par les tribunaux. Hein? La common law, c'est une création des tribunaux, alors que le droit civil, c'est davantage une création du législateur. C'est davantage une création des parlements et ça relève davantage des lois. C'est ça la différence fondamentale. Mais ce que j'aime surtout dans le droit civil, c'est que c'est très logique, que c'est très cartésien. Et moi, je pense avoir un esprit cartésien.
Un esprit cartésien, vous l'avez bien dit. Et puis, j'ai bien aimé ce que vous avez dit tantôt, là, de ne pas trop figer sur le rationnel. Parce que quand on regarde les gens de droit, on se dit, OK, ceux-là, ils sont pas dans les sentiments, là. C'est vraiment comme, c'est blanc, c'est blanc, c'est noir, c'est noir. Oui, c'est vrai, mais le droit, c'est d'abord une façon de penser, c'est une façon d'aborder les choses, c'est une formation, le droit. Hein? Avant même d'être des connaissances, c'est une formation. Mais en même temps, vous savez, si vous faites du droit matrimonial, vous êtes dans le monde des émotions. Si vous faites du droit criminel, c'est la même chose. Si vous faites du droit de la jeunesse, c'est la même chose. Alors, on a une perception des juristes comme étant des êtres cérébraux, essentiellement, mais on se trompe parce qu'il y a beaucoup d'émotions et d'émotivité dans le droit. Je suis d'accord avec vous, là, parce que moi, c'est juste le droit social que j'ai beaucoup aimé, là, quand je faisais le droit. Là, maintenant, on va parler de cette belle distinction, là, que vous avez reçue dernièrement. En tout cas, c'est une belle chose. Comment vous l'avez ressenti? Comment vous l'avez reçu quand vous avez appris la grosse nouvelle? Ah, écoutez, pour moi, là, c'est une reconnaissance, qui m'honore grandement. J'en suis très, très heureux et je dois vous dire ceci, je pense que ça va intéresser vos auditeurs et vos auditrices, c'est que le métier de professeur est en grande partie fondé sur la recherche. C'est-à-dire qu'il faut faire des textes, il faut publier des textes sous forme d'articles dans des revues scientifiques ou sous forme de livres, dans certains cas. Et ça, c'est la majeure partie du métier de professeur. Puis, évidemment, il y a l'enseignement. Puis, il y a le travail de mentor également. Le travail de mentor, c'est, dans le fond, d'aider les étudiants et les étudiantes non seulement à être de meilleurs juristes, mais aussi à être de meilleurs citoyens. Et puis le titre de professeur éminent vient reconnaître ma contribution dans ces secteurs-là d'activité. Fait que j'en suis vraiment très fier. Nous sommes très contents pour vous. Et puis, écoutez, bon succès. Je sais que la cérémonie va se faire en septembre. On espère que ça sera en présentiel et que vos étudiants seront là pour vous soutenir. Bonne journée à vous et au plaisir. Merci. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur ce professeur-là et pourquoi pas sur la cérémonie de distinction à venir, www.uottawa.ca. On va prendre une pause et juste après, on va parler avec la directrice de l'équipe Santé Ontario de l'Est d'Ottawa. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Il y a un écart, un grand couloir devant ces mots et entre nos bras. Je suis tout à l'envers. Mon cœur se serre devant ces mots que le temps voudrait taire. Il y a 35 000 mots dans le dictionnaire pour t'exprimer. 35 000 fois que j'ai essayé de te parler. Y a aucune raison. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on s'intéresse maintenant à qu'est-ce qui se passe à l'équipe de Santé Ontario de l'Est d'Ottawa. Et avec moi, sa directrice, Mme Elisabeth Tanguay. Et Elisabeth, tout de suite en allant, là, c'était ça la première question. C'est quoi cette équipe-là que vous chapeautez? Bien sûr. Bonjour, Claude. Merci de me recevoir aujourd'hui. Alors, l'équipe de Santé Ontario de l'Est d'Ottawa, c'est un regroupement
de différentes organisations qui proviennent de plusieurs secteurs de la santé, des services sociaux ou communautaires, et puis qui se regroupent ensemble pour en fait redessiner le système de santé pour qu'il soit plus à l'image de ses usagers et puis des travailleurs d'aujourd'hui et de demain. Alors, c'est venu d'où cette idée-là? Parce que des regroupements comme ça, je pense qu'on en a aussi déjà dans la communauté. Fait que c'est quoi votre différence et c'est venu d'où même le fait que vous vous mettiez ensemble? Oui, bien, en fait, c'est venu avec la dernière réforme du système de santé en Ontario en 2019. Et puis, le gouvernement a décidé de s'attaquer vraiment aux problèmes, par exemple, des salles d'attente ou des urgences bondées, en redessinant un système qui serait plus centralisé. Et puis à demander aux fournisseurs de soins et de services de se mettre ensemble pour devenir des unités ou des équipes intégrées de services. Et puis en fait, ensemble, ils regardent vraiment où est-ce qu'il y a des trous dans le système, des erreurs, des inéquités, et puis on redessine les services, les processus pour mieux desservir les populations. Vous êtes comme alors un lien entre, on va dire, la communauté, les besoins de la communauté et puis le gouvernement? C'est très bien dit. Oui, en fait, c'est ça. Et puis, on va même un petit peu plus loin parce dans l'équipe de l'ESSO, on a même les usagers du système. Donc, on a des patients, des clients, des familles, des proches, des pères aidants qui nous aident à faire cet exercice-là de refonte, de redesign du système. Alors, c'est quoi le lien avec l'hôpital Montfort? Parce que habituellement, à 7 heures, on reçoit l'hôpital Montfort, mais ils vous ont envoyé à nous, fait que je veux comprendre votre lien. Certainement. L'hôpital Montfort, c'est un partenaire très important de notre équipe et puis c'est aussi un des fondateurs de l'équipe. Okay. Donc, quand le gouvernement a fait l'appel à tous, disons, aux fournisseurs de soins à travers la province, l'hôpital Montfort ainsi que 25 autres organisations, les partenaires, se sont mis ensemble pour faire une proposition d'une équipe Santé Ontario de l'Est d'Ottawa pour desservir la population depuis le centre-ville d'Ottawa jusqu'à Hawkesbury. Et puis, ben ça regroupe des organisations là, vraiment de tous les différents secteurs qui fournissent des services de soins. Et je suis très d'accord avec ça parce que j'ai vu sur le site web, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai vu que vous avez près de 40 partenaires un peu partout. Il y en a que j'ai reconnu, le Centre social communautaire Vanier, l'Association canadienne pour la santé mentale. C'est des gens même qu'on reçoit à l'émission. Fait que ça fait une grosse équipe, hein? Oui, c'est un réseau de réseaux, en fait. C'est ça. Parce qu'il y a des... Donc, oui. C'est vraiment un réseau de réseaux parce qu'on regroupe non seulement différents secteurs, mais aussi différentes hiérarchies, différentes professions. C'est pas juste médecins, on implique évidemment les infirmières, on invite tous les différents fournisseurs de services, les administrateurs, et puis, comme je disais justement, les clients du système pour vraiment redessiner ce système-là d'aujourd'hui et de demain et qui soit à l'image de ces utilisateurs-là. Parce qu'évidemment, sans les utilisateurs, on ne peut pas vraiment savoir ce qui va mal. Hein? Donc, et puis, on doit remettre la santé au cœur de la communauté pour que les gens soient vraiment une partie prenante dans leur santé. Avant de parler de l'implication des gens qui vous accompagnent là, pour redéfinir le système de la santé, j'aimerais savoir si vous êtes indépendant, malgré le fait que vous ayez tous ces partenaires-là avec vous. Et par indépendant, vous voulez dire si on est une organisation légale, une entité? Indépendant, c'est-à-dire que vous pouvez travailler et agir par vous-même. Oui, avec les suggestions des partenaires que vous avez, mais vous êtes libre d'agir par vous-même. On agit vraiment avec le consensus. Le consensus de tous les partenaires, de tous les secteurs. Donc, la structure de gouvernance, c'est qu'on a différents comités, groupes de travail. Certains se penchent vraiment sur des initiatives particulières, d'autres sur des populations, des conditions, alors qu'on a aussi un comité directeur où est-ce qu'il y a 18 sièges, en fait, de différents secteurs et communautés, dont la communauté francophone, autochtone. Et puis, on essaie d'avoir une grande diversité pour représenter la population qu'on dessert. Et puis, toutes les initiatives, toutes les décisions sont prises de façon consensuelle pour qu'on s'assure de ne pas favoriser un secteur ou l'autre ou une population, mais vraiment qu'on s'attaque aux problèmes, qu'ils soient petits ou grands, pour vraiment améliorer l'expérience de tous du système. J'aime bien le fait que vous ayez mentionné consensuel. Donc, l'avis de tout le monde compte, que ce soit des membres de la communauté ou peu importe un organisme qui est là, l'avis compte. Alors, on va parler maintenant de cette implication-là des personnes pour lesquelles vous travaillez. Donc, on va dire les patients. Comment eux, ils vous aident?
Alors, on a des patients, des clients viseurs qui siègent sur le comité directeur. On en a 2 et ils ont le même droit de vote ou de consensus que tous les autres représentants, que ce soit le PDG de l'hôpital Montfort ou bien notre client viseur. Ils ont le même pouvoir, le même droit de décision. Et ça s'applique vraiment sur les argents investis, dépensés dans la communauté et même les différents projets choisis. Donc, ces gens-là sont les co-leads d'un comité consultatif, patients, clients, famille, qui est aviseur au comité directeur et qui va vraiment regarder toutes les opérations de l'équipe. Parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est essentiel que l'utilisateur de service soit au cœur de la refonte du système. Donc, ces gens-là, vraiment, s'assurent qu'on respecte que ce soit la déclaration des valeurs des patients, clients, familles de l'Ontario ou encore qu'on ait une belle diversité, une belle représentation au sein des différents comités, groupes de travail pour que vraiment la voix de l'usager prime. C'est quoi les profils que vous recherchez chez ces personnes-là? Oui, bien, en fait, on veut des gens qui ont une expérience avec le système, que ce soit en soins de santé, que ce soit communautaire. Et puis ça, bien, c'est tout le monde. C'est vous et moi, hein, Claude, parce que vous et moi, on utilise des services de santé de façon régulière, mais on a sûrement une expérience vraiment différente parce que chaque expérience est unique et doit être revue et mérite d'être améliorée. Alors, on a vraiment besoin justement de différentes expériences, différentes perspectives de tous les services, de tous les systèmes pour pouvoir, après ça, bonifier, identifier les grandes failles. Il y en a qui sont communes, il y en a qui sont distinctes pour certaines communautés, mais on veut toutes les regarder pour les résoudre et améliorer vraiment l'expérience des soins. Je voulais poser une question, mais comme je vous l'ai mentionné, on parle tellement et puis c'est tellement intéressant que j'entends pas mon décompte. On va prendre une pause, vous et moi. Puis juste après, on va parler des priorités que vous avez. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Entre les chariots de date et les murs de souliers, un dédale de visage plissé sur des draps de safran, balaient le vent avec leur chant. Même si j'ai peur de partir, j'ai peur de rester aussi. Même si j'ai peur de partir, j'ai le goût de m'enfuir d'ici. J'ai le droit de reconstruire tout ce qui se fait détruire, de me laisser rapiécer malgré la disparité de mes pierres angulaires, la mosaïque est mon cœur, et dis-moi j'espère. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue ma discussion avec la directrice de l'équipe Santé Ontario de l'Est d'Ottawa, Madame Elisabeth Tanguay. Et Elisabeth, avant la pause, vous avez mentionné le fait que le comité consultatif que vous avez, donc le comité qui comprend les personnes de la communauté, familles, parents et tout ça, vous aide à établir les failles du système de santé. Donc jusqu'à date, là, c'est quoi les failles que vous avez identifiées? Oui, certainement. Donc, je peux donner un exemple concret. Par exemple, bon, on sait tous que les urgences, c'est bondé, c'est achalandé. Si on y va, on va attendre plusieurs heures, 3 heures, on va dire que c'est rapide. 4 heures. Donc, clairement, 4 heures. oui, exact. Oui, c'est ça. Donc, on le sait que ça, c'est pas tout à fait adapté parce que si on va à l'urgence pour avoir un service, que ce soit de base, de soins primaires, bien, on n'a pas vraiment le service approprié. Alors, ça, c'était vraiment une mission importante là, dans la refonte du système. Donc, par exemple, il y a certains usagers
qui vont traverser des situations difficiles, qui vont se présenter aux urgences parce qu'ils n'ont pas accès à des médecins de famille ou à d'autres services en communauté ou qui savent juste pas où aller. Et puis, ils vont se présenter à l'urgence pour l'aide, et puis parfois vont le faire de façon répétitive. Donc ça, évidemment, l'hôpital va faire de son mieux pour donner des soins nécessaires, mais ce ne sont pas nécessairement les soins appropriés, parce que peut-être que la personne a besoin d'un accompagnement plus soutenu, de soins en santé mentale ou des choses comme ça. Alors, ce qu'on fait, par exemple, on a un groupe de travail qui se concentre sur la santé mentale et la toxicomanie. Ils vont regarder justement quel genre de clientèle vont avoir besoin de ces services-là ou vont consommer les services de l'urgence, alors que normalement, ils pourraient bénéficier beaucoup plus d'une approche en communauté, où est-ce que là, ils seront reçus par des gens qui leur ressemblent, qui vont pouvoir les accompagner à plus long terme aussi, pas seulement instantané, de façon à régler un problème aigu, mais vraiment de les accompagner et puis de mieux profiter de leur vie puis d'atteindre une qualité de vie qui va être plus élevée. Donc, on redirige les soins. C'est ça. Je suis très d'accord avec vous parce que, je sais pas, je pense que je l'ai dit même à une personne qui est proche de moi. Là, on a tellement de services dans la région, là, mais tant que tu ne demandes pas, tu sais pas, en fait. Il y a l'Association canadienne pour la santé mentale qui offre, par exemple, des ressources gratuites, mais c'est pas tout le monde qui le sait. Puis quand il y a un problème, oui, c'est vrai, on a tous tendance à aller aux urgences. Oui, je reconnais. Moi aussi, c'est sûr. C'est certain. Mais alors, c'est ça. Puis donc, il y a un autre projet sur lequel on travaille qui est en fait de développer un système de navigation du système. Et puis ça, la navigation, c'est en fait de l'aiguillage. C'est de savoir, comme vous avez dit, où aller et quand. Donc, de bien comprendre, bon, là, j'ai ce besoin-là. Où est-ce que je devrais aller? OK, soins primaires, sinon là, avant d'aboutir à l'urgence. Parce qu'à l'urgence, ce ne sera pas traité en priorité, dépendamment de ce qu'on a, parce qu'évidemment, ce sont des soins aigus. Les hôpitaux sont extrêmement performants et sophistiqués et font un excellent travail. Mais quand on leur donne une population qui devrait être servie en communauté ou par les soins primaires, ils ne peuvent pas répondre à la demande. Le service est mal dirigé. Alors, nous, on redirige les demandes, les besoins pour qu'ils soient vraiment pris en charge là où ils le devraient. C'est là qu'on parle de soins appropriés. C'est une meilleure utilisation des allocations, des fournisseurs, des argents, des contribuables, mais c'est aussi tout à l'avantage des clients et des patients parce qu'eux vont bénéficier des meilleurs soins. Au bon moment aussi, surtout. Là, on ne va pas attendre une éternité là, pour dire, OK, j'ai besoin de voir, par exemple, un thérapeute, mais tu vas t'asseoir à l'urgence, je ne sais plus. Et puis, ça vous permet aussi d'offrir des meilleurs services parce que travailler main dans la main avec la communauté, même que vous desservez, là, je pense que c'est le gagnant-gagnant pour tout le monde. Absolument. Et puis, c'est la seule façon de le faire. On ne peut pas prétendre connaître l'expérience des autres. On doit l'entendre, on doit l'écouter, la reconnaître, la considérer, puis ensuite, travailler ensemble pour vraiment trouver des solutions qui sont durables et puis qui vont aider cette personne-là, pas moi, pas cette personne-là. Oui. C'est la grande différence là, qu'on essaie de faire. Définitivement. J'ai vu sur le site web que vous vous attelez à travailler sur 3 priorités. La maladie pulmonaire, la santé mentale et la toxicomanie et l'après-COVID. L'après-COVID, je sais que ça intéresse beaucoup de gens, mais avant d'arriver à l'après-COVID, là, j'aimerais savoir pourquoi ces 2 premiers volets-là vous ont intéressé. Maladie pulmonaire, santé mentale et toxicomanie. Oui, mais en fait, avec l'examen de la population, on avait un haut taux de maladie pulmonaire obstructive chronique et la MPOC. Alors, c'est important, puis c'est une maladie chronique qui a beaucoup de comorbidités. Les comorbidités, c'est des effets secondaires, c'est d'autres conditions qui s'ajoutent. Donc, c'est une qualité de vie qui est très affectée, très diminuée et qui a un impact aussi sur les familles, les proches aidants. Alors, de regarder cette maladie-là, encore une fois, dans l'objectif de ramener ça à la personne dans sa totalité et pas une condition, pas un certain soin, mais vraiment de prendre un recul puis de regarder dans l'entièreté. On peut développer plusieurs services autour de ça, des programmes qui sont mieux adaptés avec les clientèles et les consommateurs des services. Donc, même chose pour santé mentale et toxicomanie. Ce sont des besoins qui sont dans la population, puis c'est simplement de mieux y répondre. Alors, c'est pour ça que ces populations-là ont été choisies.
Alors, si on part pour l'après-COVID, je pense que ça va intéresser beaucoup de gens. Déjà, merci, sur le site web, il y a plein d'informations sur comment vous voulez travailler. Mais si on veut vous entendre là-dessus, ça serait quoi que vous avez envie de partager aux gens qui nous regardent? L'après-COVID, c'est grand, c'est géant. Hein? Puis à Ottawa aussi, oui, c'est ça. On a eu l'occupation d'Ottawa, on a eu des gros coups, des gros chocs de sociétal qui ont affecté beaucoup de gens. Donc, quand on dit après-COVID, on dit aussi après-occupation, puis on veut regarder qui a été affecté et comment. On a des résultats là-dessus. On sait, par ailleurs, du côté des travailleurs de la santé qui sont brûlés, qui sont vraiment épuisés. On a un manque de ressources. Hein? On parle du manque des infirmières, du manque de lits. Ça, c'est sûr, les ressources sont finies. Après ça, bien justement, on a des parents épuisés parce que les écoles ont été fermées. Les garderies, il y a des cas sur cas. Donc, on va regarder tous ces items-là. Puis ça, on le fait dans le cadre de notre travail présentement, mais on va essayer de le faire aussi en amont pour mieux, justement, donner des solutions et puis offrir un petit peu de repos, de répit à tous ces individus. On ne sait pas tout faire, on ne sait pas tout comment le faire, mais justement, c'est avec les gens qu'on peut le trouver parce que là, ils vont nous dire exactement leurs besoins, puis à ce moment-là, on peut trouver la façon de le fournir, d'y répondre, pardon. Et puis, vous avez les bons partenaires qu'il faut parce que, comme vous avez parlé tantôt des parents qui commencent à être fatigués, brûlés, on comprend. Ça, on parle tout de suite de santé mentale et puis c'est un sujet qui a été vraiment mis en lumière durant la pandémie, là. Puis, heureusement que vous avez les bons partenaires pour ça. Alors, les personnes qui nous regardent en ce moment, qui ont envie d'apporter leur pierre à l'édifice, qu'est-ce qu'elles devraient faire? Bien, premièrement, je leur dirais oui, merci, venez nous rejoindre. On est à bâtir l'équipe. On va sur le site web et puis juste à nous écrire, envoyez-nous un courriel si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, des idées. Et puis nous, bien, on va vous mettre en contact, que ce soit avec notre comité ou avec d'autres groupes pour tenter de vous recruter ou à tout le moins d'inclure vos commentaires, vos recommandations dans ce qu'on essaie de faire. Bien, merci beaucoup, Elisabeth. Ça m'a fait plaisir de vous parler et puis au plaisir. Merci beaucoup, Claude. Alors, pour vous autres à la maison, comme Mme Tanguay vient de le mentionner, si vous êtes intéressé à apporter votre pierre à l'édifice, à l'équipe de Santé Ontario de l'Est d'Ottawa, www.esoo-ohteo.ca, c'est le site web à visiter. On va prendre une pause et juste après, on parle cinéma avec Gisèle Nantais. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec notre chroniqueuse Gisèle Nantais. On parle cinéma avec elle. Joyeux anniversaire, Gisèle! Oh, merci! Comment tu as passé ta journée d'anniversaire? Oh mon Dieu, j'ai fait tellement de choses. J'ai eu tellement de... je suis allée voir mon premier visionnement de presse depuis que le Bytown est fermé, puis repris, puis réouvert.
Alors, je suis allée voir Petite Maman, que j'ai adoré. Ensuite, je suis allée luncher avec des amis de tennis de longue date, 30-40 ans. Puis ensuite, en soirée, c'était une fête de famille. Alors, c'était une merveilleuse... et ma fille m'a fait une grosse surprise, un genre d'hommage vidéo. Écoute, on est content que tu aies passé une belle journée. Aujourd'hui, tu as plusieurs films à nous présenter. Puis le premier, là, tu nous envoies au Festival du film latin. Oui, c'est ça. Alors, c'est la 25e édition du Latin American Film Festival qui est organisée par l'Institut canadien du film. Si vous voulez plus d'informations, c'est à info@cfi-icf.ca. Alors, allez là, vous avez une brochette de films, une quinzaine de films qui vont être présentés. Ça commence ce soir, donc du 5 mai au 13 mai. Et c'est toute une diversité, donc il y a une vingtaine de pays, une quinzaine de pays qui participent. C'est latin, alors c'est toujours le fun, surtout quand on porte des affaires fleuries comme moi. Tu en portes aujourd'hui. On peut danser comme Carmen Miranda. Mais j'ai pas le gros chapeau. Hein? J'ai pas le gros panier à fruits par-dessus. Alors, c'est présenté à la Galerie d'art d'Ottawa dans la belle salle Alma Duncan. Et tous les jours, donc, à partir de ce soir jusqu'au 13, des fois, il y a 2 films, des fois, il y a un film. En tout, il y a une quinzaine de films. Le film de ce soir s'appelle Son of Monarchs. Et ça va être en présence de l'acteur principal qui s'appelle Tenoch Huerta. Et lui, il est magnifique. Il est absolument... Ça vaut la peine d'y aller ce soir juste pour le rencontrer en personne. Alors, OK. Oui, il sera là pour l'ouverture du festival et pour jaser avec les cinéphiles, les spectateurs et tout. Et c'est un très beau film. Lui, enfant, il a grandi à Michoacán, d'où c'est célèbre pour les gros papillons monarques. Hein? Alors, enfant, il y avait des papillons partout. Alors, c'est vraiment très, très beau comme film. C'est psychologique, scientifique, spirituel, etc. Alors, on va passer au deuxième. C'est quoi le deuxième film que tu proposes aujourd'hui? Alors, ici, c'est un thriller financier qui s'appelle Nord-Bois. Et c'est réalisé par Maxime Groux. Et c'est présenté au Cinéma Neuf, au Star Cité, mais c'est aussi présenté au Cinestars d'Orléans. Alors, si vous voulez pas traverser du côté de l'Outaouais, bien, c'est vraiment excellent. Alors, c'est un thriller financier et ça met en vedette François Arnault. Et c'est une histoire vraie, hein? Il faut se souvenir qu'au début des années 2000, il y avait un groupe financier qui s'appelait Nord-Bois et ils ont fait énormément d'argent, mais en faisant de la spéculation, en fraudant, en empruntant de bord, en mettant de l'autre bord. Ils ont fraudé toute la province. Il y a des milliers d'investisseurs qui ont été ruinés. C'était le pire scandale financier qui a jamais frappé le Québec. Et donc, ça met en vedette François Arnault qui joue Vincent Lacroix, qui était le fondateur de Nord-Bois. Et cette compagnie-là, donc, avait plein de petits investisseurs, hein? Donc, Vincent Lacroix, il jouait avec les finances. Il faisait de la pure spéculation et de la pure fraude. Et il bougeait des masses d'argent d'un bord à l'autre sans qu'il y ait de fondement véritable. Alors, là où ils ont fait de l'argent, ensuite,
Bien. Alors, François Arnault, il jouait dans Au revoir, le bonheur. Il y a aussi à l'affiche dans ce film Vincent Guillaume Otis, qu'on connaît tous parce qu'il jouait Patrick dans District 31. En passant, je suis en deuil. Je ne sais pas quoi regarder à 7 heures maintenant, tous les soirs. Et il joue Éric Asselin, qui est un enquêteur fiscal, mais qui va se joindre à Vincent Lacroix et qui va jouer le jeu financier avec lui. Alors, c'est vraiment un revirement de cap pour Vincent Guillaume Otis, qui était vraiment un enquêteur intègre, et là, il est un financier qui n'est absolument pas intègre. Et il y a aussi Christine Beaulieu, qui joue Anne-Marie Boisvert, qui est agente pour la Commission des valeurs foncières et mobilières du Québec, et qui, elle, va pousser le dossier pour finalement dévoiler toute l'arnaque. En tout cas, ça semble intéressant tout ça. Écoute, Gisèle, on va te garder avec nous. On va prendre une pause. Et juste après la pause, on découvre ensemble le film Petite Maman. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Jamais trop tôt, jamais trop tard. Tu es toujours de circonstance, comme un train qui quitte la gare pour les prairies de ton enfance. Quand le soleil dit bonjour, que la nuit rencontre le jour. Toujours que peu importe les détours, avec tes yeux de lucide star, tu iras loin, tu iras fort, avec ta voix puis ta guitare. Tu n'as jamais cherché la gloire. Bateau le s'égare la nuit quand la lune est absente. Jamais trop tôt, jamais trop tard. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours cinéma avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. Et Gisèle, cette fois-ci, on parle du film Petite Maman. Oui, oui, allô. En passant, je me vois pas. Tu te verras tout de suite. Moi, je t'entends. OK, tu m'entends et tu me vois? Oui, là, on te voit. OK. Alors, Petite Maman, c'est vraiment un petit bijou. C'est un film fantaisiste et vraiment, c'est un conte genre fantaisiste et on se prend au jeu. C'est réalisé par Céline Sciamma. Et c'est elle qui avait fait Portrait d'une jeune fille en feu, qui avait gagné à Cannes, qui avait été en nomination pour des Oscars et tout. Mais ici, c'est un petit film charmant, intimiste. Et c'est l'histoire de Nelly, qui a 8 ans et qui perd sa grand-mère. Et puis ensuite, elle doit aller avec sa mère et son père et vider la maison de sa grand-mère. Et elle aimait beaucoup sa grand-mère. Et là, c'est vraiment dur pour sa mère, Marion, de faire ça. Alors, à un moment donné, elle quitte et elle laisse cette tâche-là à son mari et à Nelly pour trier les choses parce que c'est vraiment dur pour elle. Alors, Marion, alors Nelly va aller se promener autour de la maison de sa grand-mère. Il y a des bois. Et sa mère disait qu'elle avait construit une maison dans les arbres, là,
et elle va se promener et elle rencontre une petite fille qui s'appelle Marion. Et cette petite fille-là, elle a 8 ans et puis donc ils vont sympathiser, ils vont jouer ensemble, ils vont se connaître et elle va l'inviter dans une maison qui est identique à celle de sa grand-mère et où elle va rencontrer sa grand-mère jeune. Alors, c'est comme Alice au pays des merveilles, hein, où elle traverse dans les bois et elle traverse à travers des générations. Hein? Elle traverse des générations. C'est comme si elle passe à travers une petite porte magique, un miroir, hein? Et elle se retrouve et elle rencontre sa mère où elle avait 8 ans et où elle construisait sa cabine. Mais les deux petites filles sont des jumelles et en réalité, là, ce sont deux jumelles de 8 ans. C'est ça. Et elles jouent ensemble, elles sont adorables et elles sont tellement naturelles. Elles vont jouer des rôles, jouer des petites scénettes, faire de la cuisine et on se prête au jeu. Et même, elle va traverser d'une génération à l'autre, rencontrer le père et vraiment, elle a tellement bien travaillé avec les enfants. C'est un plaisir. On tombe dans le panneau. Est-ce qu'on pleure? Est-ce qu'on pleure? Ben, je veux pas, mais c'est tellement charmant de voir les deux petites filles, hein, qui sont vraiment des jumelles et c'est tellement charmant de les voir ensemble puis de voir leur complicité. Puis ensuite de penser, c'est comme si moi, je rencontrais ma mère au même âge que j'ai. Oui. Alors, c'est vraiment une idée géniale et c'est vraiment un beau petit film. C'est pas long, c'est comme 1h15. Et ça joue au Bytown. Ça commence demain. Ça va jouer pour 2 semaines. Et ça va jouer au Québec aussi. Parfait. Le dernier film, c'est La fine fleur de Pierre Pinault. Oui. Alors, ça, c'est un bon réalisateur. Lui avait fait Parlez-moi de vous avec Karine Viard il y a quelques années, qui était vraiment un petit film génial. La fine fleur, c'est une comédie dramatique avec Catherine Fro. Et Catherine Fro est toujours merveilleuse, hein? Alors, puis elle a une certaine prestance. Alors, Catherine Fro joue Ève Vernet, qui est propriétaire d'une entreprise horticole primée pour la création de roses. Alors, c'est comme « Parlez-moi des fleurs, parlez-moi des roses ». Et c'est vraiment une très belle comédie. Cependant, c'est une vieille entreprise qu'elle a héritée de son père, puis qui appartenait à son grand-père et tout ça. Mais elle est sur le bord de la faillite parce que toutes les roseraies, toutes les serres ont été achetées par un gros producteur qui s'appelle La Marzelle et qui veut l'acheter évidemment parce qu'elle a souvent gagné des concours pour la création de roses. Et on le voit à l'écran, La Marzelle. Alors, son assistante Vera va, comme ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils vont embaucher 3 anciens larbins, là, escrocs, qui sont en réinsertion sociale. Et il y en a un qui est un peu punk. Il y a aussi... donc, il s'appelle Fred. Donc, il y a Fred, Samir et Nadège. Et là, ils vont apprendre comment créer des roses, tu sais, quelque chose auquel ils n'avaient jamais pensé parce que leur vie, c'était des petits vols à l'étalage, des arnaques, des choses comme ça. Ils n'avaient jamais pensé, tu sais. Alors, ce film est à l'affiche au Québec, mais il va prendre l'affiche au Bytown, je pense le 13 mai. Mi-mai, et il va jouer pour encore 2 semaines. Il va jouer aussi du côté de Star City puis du Cinéma Neuf. Alors, c'est une vraiment belle petite comédie pour
clore la brochette d'aujourd'hui. J'ai ri même quand j'ai vu comment je vais dire ça, la bande d'annonce, là, parce que le plus jeune, là, tu sais que c'est lui le tannant, là, c'est lui qui va fatiguer la madame, le plus jeune des trois. Ah oui, puis il est vraiment avec ses drôle, chaussures, là. T'es comme, qu'est-ce que t'as porté? Oui, puis il est vraiment pas habillé pour la job, mais leur réinsertion sociale s'appelle Job Avenir. Parce que vraiment, il n'y avait pas d'avenir. Ils se retrouvaient en prison ou dans... Écoute, Gisèle, merci beaucoup. Et puis, on va inviter les gens à aller voir tous ces films que tu viens de mentionner. Donc, La fine fleur de Pierre Pinault à l'affiche à Star City Bytown. Petite maman, ça sera à l'affiche au Bytown. Merci. Je te souhaite un bon week-end. Toi aussi, hein? Il fait beau, c'est fleuri. C'est ça, oui, c'est fleuri. Ta chemise est fleurie et on voit les fleurs en arrière. Je suis sûre que c'est les fleurs de l'anniversaire. Oui, c'était mon cadeau de fête. OK, bye-bye. OK, bye. Alors, on va prendre une pause, vous et moi, et juste après la pause, j'aurai quelques petites informations à vous partager. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson, maire de la Ville d'Ottawa. Je vous profiter de ce moment pour vous souhaiter à toutes et à tous une bonne fête des mères. Aujourd'hui, nous célébrons les mamans en rendant hommage au rôle de la mère et à la maternité, au lien maternel et à l'influence importante des mamans dans notre société. La pandémie continue de nous montrer à quel point les mamans sont essentielles au bien-être de nos jeunes. De fond de mon cœur, merci à tous les mamans. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées. Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais ça vous inviter, vous qui nous regardez en ce moment, à aller sur le site web de l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, parce que sur ce site web-là, il y a un sondage, donc le sondage annuel, qui pour aider en fait l'AFO à mieux représenter la communauté francophone que nous sommes. Vous avez des enjeux qui vous préoccupent, des enjeux francophones, bien évidemment, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation et bien plus encore. Là, vous êtes invités à répondre à ce sondage-là parce que ce sondage-là pourrait les aider à mieux identifier nos besoins pour pouvoir nous desservir. www.monassemblée.ca. Si vous allez sur le site web, le sondage, il est tout de suite là en plein écran. Vous cliquez sur remplir le sondage, vous le faites et puis à la fin de ça, vous pourrez être peut-être le regagnant des cadeaux qui seront offerts pour ceux qui auront répondu au sondage. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On sera de retour demain. Et demain, je vais avoir la chance de parler avec la violoncelliste Marie Bouchard qui nous fera découvrir les prochains concerts du groupe 13 String. Je vais aussi m'entretenir avec un professeur de l'Université Saint-Paul qui nous parlera de l'éco-vision et de l'éco-anxiété. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que c'est, mais on va le découvrir ensemble demain. On se voit donc demain à partir de 11h. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter.
On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Regardez TV Rogers, Ottawa.